Ceci est un travail collaboratif de traduction et de doublage de l'équipe Top Gun. Merci de bien vouloir liker et partager afin de permettre au plus grand nombre de comprendre les mécanismes utilisés qui ont permis d'arriver à la situation d'aujourd'hui. Quel que soit votre parti politique, vous êtes le bienvenu ici. Quelle que soit la couleur de votre peau, votre culture ou vos croyances, vous êtes le bienvenu ici. Que vous soyez vacciné ou non vacciné, vous êtes le bienvenu ici. Regardez autour de vous, regardez ces visages dans cette foule, regardez bien autour de vous. C'est la beauté de l'Amérique. Et elle vaut la peine qu'on se batte pour elle. Vous méritez que l'on se batte pour vous. Vos enfants valent la peine qu'on se batte pour eux. Notre liberté vaut la peine qu'on se batte pour elle. Je m'appelle Mickey Willis. Je suis un père, un mari et un réalisateur de films d'investigation. J'ai été élevé en Californie par une mère célibataire qui a fait de son mieux pour s'occuper seule de 4 enfants. En tant qu'enfant ayant profité du système d'aide sociale, j'ai été le témoin direct de ce qui arrive à la psyché et à l'esprit de ceux qui deviennent dépendants de l'aide gouvernementale. Si ma mère avait su faire la différence entre un soutien et une assistance, elle aurait pu éviter le piège qui nous a fait vivre à la limite de la pauvreté, comme tant d'autres personnes aujourd'hui. Vivant dans la crainte de perdre son aide sociale, ma mère est restée célibataire et seule jusqu'au jour de sa mort, à 58 ans. Sa vie a été écourtée par une combinaison de traitements toxiques contre le cancer et de chagrin. 34 jours avant sa mort, son premier fils, mon frère, a été tué par un médicament appelé AZT. Des centaines de milliers d'innocents sont morts à cause de ce poison prescrit. Le promoteur de l'AZT n'était autre que le docteur Anthony Fauci. La raison pour laquelle un seul médicament a été rendu disponible, l'AZT, est qu'il s'agit du seul médicament dont l'innocuité et l'efficacité ont été démontrées. Il est bon de savoir que l'avenir est plus prometteur. 30 ans plus tard, le revoilà. Même scénario, même acteur, même performance. Ce sont des produits sûrs et efficaces. Sachant ce que cet homme avait fait dans les années 80-90, je ne pouvais pas croire qu'il était encore dans une position de pouvoir. Alors que le monde s'enfonçait dans une tyrannie synchronisée, j'ai commencé à me demander comment ont-ils fait pour que tout le monde soit d'accord avec ça? Génial. Oh, mais c'est tellement bon. Je sais. Obsédé par la recherche de la réponse, j'ai commencé à étudier tous les moments de l'histoire où des foules ont sombré dans un état d'autodestruction. C'est dans ce trou de lapin que j'ai découvert le travail de G. Edward Griffin. Permettez-moi de vous souhaiter à nouveau la bienvenue dans notre maison. Depuis les années 1960, M. Griffin met en garde le monde contre le complot communiste visant à prendre le contrôle de l'Amérique. Oui, je sais. Le communisme. Monsieur Gorbatchev, démolissez ce mur. Cette chose dont on nous a tous dit qu'elle était tombée avec le mur de Berlin. Comment prendre la mesure d'un moment aussi étonnant de l'histoire? C'est Napoléon qui a dit que l'histoire est un mensonge sur lequel on s'accorde. Ironiquement, il n'y a aucune preuve que Napoléon ait jamais dit cela, comme nous allons le découvrir ensemble. Une grande partie de notre histoire a été réécrite pour servir un agenda qui, jusqu'à récemment, était invisible pour le commun des mortels. Le commun des mortels, comme ce gars. Tout le monde parle de la nécessité d'un changement en ce moment, en particulier ici aux États-Unis. Ces derniers mois, en tant que cinéaste, j'ai eu l'honneur de documenter une révolution politique. C'était moi en 2016, l'année de mon éveil politique. Montez à bord de la révolution politique. J'étais en tournée avec la campagne de Bernie Sanders, où je créais des médias pour aider son mouvement populaire à se développer.
À l'époque, j'en savais très peu sur le socialisme, et encore moins sur le socialisme démocratique. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul. Alors, mes amis, comment redistribuer les richesses par le biais de la fiscalité, sans étendre les pouvoirs du gouvernement fédéral? Bernie Sanders. Alors que la confusion s'installait, j'ai commencé à me poser des questions du genre: sont-ils hypnotisés? Suis-je hypnotisé? Cette question, cette simple question, a déclenché une sorte d'étrange guérison par la foi. Soudain, je pouvais voir. Comment ai-je pu ne pas m'en apercevoir plus tôt? Il y avait tant de signaux d'alarme. Je suis bien conscient que vous soyez ici en personne ou par l'intermédiaire d'un film. Il n'est pas facile pour la plupart d'entre vous d'intégrer des réunions de ce genre dans votre emploi du temps. Mais le fait que vous soyez ici indique que vous êtes intéressé par le sujet. Pour ne pas vous faire perdre votre temps, nous allons donc nous dispenser des préliminaires habituels et entrer dans le vif du sujet. Nous allons examiner de manière assez détaillée la théorie et la pratique communiste de la Révolution, en particulier dans leur application aux États-Unis. Il ne s'agira pas d'une théorie inventée de toutes pièces. Il s'agira de la stratégie telle qu'ils l'enseignent et la défendent dans leurs propres manuels, dans leurs livres de classe et dans leurs écoles. Le nouveau programme du Parti communiste sur ce sujet dit ceci. Le terme socialisme ne décrit que la première étape d'une nouvelle société qui, dans son développement complet, s'appelle le communisme. Le socialisme est un état transitoire. Jim Carrey, mesdames et messieurs. Je suis sortie aujourd'hui, je me suis acheté des Nike qui respectent la liberté. C'est un hommage à Colin Kaepernick et à Nike. Félicitations pour ce choix fantastique. Merci beaucoup. C'est bon d'être de retour dans cette Amérique dystopique. Les républicains utilisent le mot socialisme. Ils essaient de dire... Ils essayent de faire peur aux gens. D'effrayer les gens. C'est du communisme. Trump dit qu'ils vont vivre au Venezuela. J'ai grandi au Canada. Je suis ici pour vous dire que ce discours à la con que l'on entend dans toutes les émissions politiques qui disent que c'est un échec, que le système est un échec au Canada, ce n'est pas un échec au Canada. Je n'ai jamais rien attendu de toute ma vie. J'ai choisi mes propres médecins, ma mère n'a jamais payé pour une ordonnance, c'était fantastique. Je viens de rentrer de Vancouver et je n'arrête pas d'entendre que les Canadiens sont si gentils, si gentils. Ils peuvent être gentils parce qu'ils ont un système de santé, parce qu'ils ont un gouvernement qui s'en préoccupe. Au Canada, les autorités déclarent l'état d'urgence. Des policiers en tenue anti-émeute ont quadrillé la capitale du Canada. Aujourd'hui, la police d'Ottawa utilise des chevaux et du gaz poivré. Ils sont piétinés. Regardez ce que vous avez fait! Les temps d'attente en soins médicaux dans ce pays sont plus longs que jamais. Le coût de la vie n'a cessé de grimper. Un coup d'État socialiste est en cours au Canada. Et c'est nous, contribuables, qui le finançons. Ces dernières années, de nombreux Canadiens ont vu leur pays autrefois bien considéré devenir ce que certains qualifient même de tyrannique. Un pays autrefois considéré comme le plus libre et le plus démocratique du monde. Le People World, le journal officiel du Parti communiste sur la côte ouest, a publié cette information plutôt intéressante. Ce qu'il faut maintenant, c'est un effort qui commence à se rapprocher de l'ampleur du problème. Au minimum, un tel programme devrait exiger une action d'urgence massive de la part du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a invoqué la loi sur les situations d'urgence.
À partir d'aujourd'hui, une banque ou un autre prestataire de services financiers pourra immédiatement geler ou suspendre un compte sans décision de justice. Si vous êtes impliqué dans cette manifestation, nous chercherons activement à vous identifier et à mettre en place des sanctions financières et des poursuites pénales. Les banques ont déjà commencé à geler les comptes des personnes impliquées dans les manifestations. S'il vous plaît, sortez. Sortez immédiatement. Intimider les gens dans une église pendant la Pâque? C'est incroyable. Ayant grandi dans les dictatures communistes, j'ai prévenu les Canadiens que c'était ce qui se préparait. Je le sentais, je le voyais à chaque coin de rue. Nous ne tolérerons plus cela. Nous nous défendons. Les manifestations, les protestations publiques sont un élément important pour s'assurer que les messages sont diffusés. Mais l'utilisation des manifestations pour exiger des changements dans les politiques publiques est une chose qui, à mon avis, est inquiétante. Le Premier ministre du Canada a donc déclaré que oui, notre démocratie fonctionne parfaitement et que les citoyens ont le droit et la liberté de protester. Toutefois, si ces protestations sont utilisées pour exiger un changement de politique gouvernementale, alors non. La petite minorité marginale qui défend des points de vue inacceptables qu'ils expriment ne représente pas l'opinion des Canadiens qui savent que suivre la science et se protéger mutuellement est le meilleur moyen de continuer à garantir nos libertés, nos droits et nos valeurs en tant que pays. Le Premier ministre libéral Justin Trudeau prétend suivre la science. Mais la science de Trudeau prend souvent la forme d'une autorité et d'une technocratie étrange. Je pense que Justin Trudeau a mis le pied sur une mine lorsqu'il a armé le système bancaire canadien contre les camionneurs. L'acte le plus violent de ces manifestations pacifiques de camionneurs a été de klaxonner. Et en représailles, ils ont bloqué l'accès à leurs comptes bancaires. Et tous ceux qui les soutenaient d'une manière ou d'une autre ont vu leur accès aux comptes bancaires supprimé. À ce moment-là, nous avons tous compris ce qui se passait réellement. Même en regardant la télévision afin d'éviter toute erreur, on lui a demandé quel était le pays qu'il admirait le plus et il a répondu la Chine. J'éprouve une certaine admiration pour la Chine, car sa dictature de base lui permet de s'en sortir. Je félicite la Chine d'avoir fait un pas en avant. Excusez-moi, le Canada. Vous voyez bien ce que je veux dire. Un Premier ministre qui admire ouvertement la dictature chinoise, qui piétine les droits fondamentaux et qui persécute et criminalise ses propres citoyens en les qualifiant de terroristes simplement parce qu'ils ont osé s'opposer à sa conception pervertie de la démocratie, ne devrait pas du tout être autorisé à s'exprimer dans cette enceinte. Monsieur Trudeau, veuillez nous épargner votre présence. Merci. Les Canadiens connaissent ma position. Le moment est venu pour les dirigeants responsables de réfléchir attentivement à leur position et à leurs partenaires. Si Justin Trudeau est un exemple convaincant, il n'est pas le seul dictateur en devenir. En vertu des nouvelles règles établies par l'urgence Covid-19, de nombreux autres dirigeants élus ont eu la possibilité de montrer leur vrai visage. Il est intéressant de constater qu'ils ont tous marché d'un même pas, en scandant les mêmes slogans. Cette pandémie a été une occasion à saisir. Nous nous trouvons aujourd'hui face à une économie en crise, mais aussi face à une opportunité incroyable. Il s'agit certainement d'une crise majeure, mais elle nous offre aussi une opportunité unique. Une occasion sans précédent de repenser et de réinitialiser. La grande opportunité de réinitialiser. L'occasion pour nous de réinitialiser. Pour une réinitialisation. C'est un peu comme s'ils avaient tous fréquenté la même école de pensée et étudié avec le même professeur. Certains diront que cette révolution est caractérisée par la lutte des robots contre les êtres humains et que nous gagnerons cette lutte. Le professeur Klaus Schwab est né en 1938 à Ravensburg en Allemagne, où des crimes nazis contre l'humanité ont été commis. Son père, Eugen Wilhelm Schwab,
était le directeur général d'Eschervis à Ravensburg, une entreprise qui utilisait la main-d'œuvre esclave pour fabriquer des armes de guerre pour le Troisième Reich. Alors que le père de Klaus était à la tête de l'entreprise, le parti nazi a décerné à Eschervis de Ravensburg le titre d'entreprise modèle national-socialiste. Des années plus tard, Klaus Schwab a rejoint le conseil d'administration d'Eschervis de Ravensburg, où il a joué un rôle clé dans le développement du programme d'armes nucléaires de l'Afrique du Sud, pendant les années les plus sombres du régime raciste de l'apartheid. Aujourd'hui, Klaus Schwab est le fondateur et le président exécutif du Forum économique mondial. Si vous souhaitez rencontrer des personnes qui sont censées redresser la situation mondiale ou donner votre avis aux banquiers qui ont contribué à nous mettre dans ce pétrin, nous pouvons vous dire où en trouver un grand nombre, le Forum économique mondial. Fondé en 1971, le Forum économique mondial est une organisation internationale privée qui reçoit des milliards de dollars exonérés d'impôts de la part de ses membres et de leurs entreprises mondiales. Chaque année, le WEF réunit ses membres avec des leaders mondiaux, des dirigeants de grandes entreprises pharmaceutiques, des géants de la technologie, des célébrités d'Hollywood, des personnalités des médias et des influenceurs d'Internet, dans les montagnes isolées de Davos, en Suisse. Il s'agit d'une minuscule ville située dans les Alpes suisses, un village où l'on peut croiser Bill Clinton, Bill Gates, le patron de Google et la reine de Jordanie, tous réunis au même endroit. De nombreux journalistes couvrent le forum, mais peu y pénètrent. Il s'avère qu'il y a deux Davos, l'un que l'on voit et l'autre que l'on ne voit pas. Après les heures de bureau, des centaines de soirées privées sont organisées pour conclure des accords. Les personnes que l'on ne peut pas voir ensemble en public peuvent se rencontrer ici. Votre Altesse royale, Excellences, distingués chefs d'État et de gouvernement, l'avenir est construit par nous, par une communauté puissante, comme vous tous ici. Klaus Schwab, le fondateur du WEF, est particulièrement franc et même fier de sa capacité à façonner et à influencer la politique mondiale. J'ai créé la communauté des Global Shippers. C'est un moyen, une force pour façonner notre avenir commun. Et bien sûr, leur programme Global Young Leaders est un terrain d'entraînement pour qu'ils puissent à terme infiltrer les cabinets. Nous pénétrons les cabinets. Ils auront probablement tendance à gouverner d'une certaine manière. Personne ne sera protégé si tout le monde n'est pas vacciné. Les noms des pays mentionnés ont fini par être les plus dystopiques et les plus autoritaires pendant cette pandémie. Des noms tels que Merkel, Vladimir Poutine, etc. D'autres noms, Jacinda Ardern, Sebastian Kurz, Mauricio Macri, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Gavin Newsom, Stephen Bancel, Chelsea Clinton, Leonardo DiCaprio, Sanjay Gupta, Dr Lina Wen, Alexander et Jonathan Soros, George Soros et ses fils, et plusieurs des Rothschild, bien sûr. Qui pourrait représenter un tel monde mieux que vous, Monsieur le Premier ministre? En 2014, Klaus Schwab a appelé à la grande réinitialisation, Nous avons besoin d'une grande réinitialisation. qu'il présente comme la solution aux problèmes les plus urgents du monde. La sombre réalité de l'agenda de Schwab est détaillée dans son livre à succès, Covid-19, la grande réinitialisation. Sa mission est de remplacer la gouvernance indépendante par un gouvernement mondial unique, contrôlé de haut en bas, et par une monnaie numérique contrôlée par une banque centrale. Quand ils disent que vous serez heureux, ce qu'ils veulent dire, c'est que vous serez asservis. C'est pourquoi ils parlent d'une grande réinitialisation, c'est pourquoi ils parlent d'introduire cet agenda quasi-communiste, quasi-socialiste. Ils savent que nous sommes arrivés au point où nous ne pouvons plus continuer sur la voie de l'endettement croissant. Parce que nous avons une génération qui ne peut littéralement pas se permettre d'acheter une maison. Des millions d'Américains n'ont pas les moyens d'acheter un logement. Et il est donc facile de dire à cette génération que nous allons effacer la dette de leurs études. Allègement de la dette étudiante. Et de revoir vos perspectives à la baisse, vous allez louer pour toujours. Et nous allons célébrer le concept de petite maison. Nous allons faire toutes ces choses qui ont l'air cool, parce qu'ils façonnent le récit, pour que nous soyons à même d'en attendre moins. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas en attendre moins. Nous devons supprimer les dysfonctionnements afin de pouvoir vivre plus de choses. Et c'est ça, la subtile distinction qui manque à la grande réinitialisation.
Comme la plupart des mondialistes, Schwab considère la Chine communiste comme un modèle à suivre pour transformer le monde. Nous accueillons maintenant son Excellence Xi Jinping. La Chine a réalisé d'importantes avancées économiques et sociales sous votre direction. L'influence de la Chine sur les affaires mondiales s'accroît. Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, explique que c'est ce qui a motivé le groupe à inviter cette année le président Xi Jinping à prononcer le discours principal à Davos. Schwab a déclaré que cette présence était un signe du passage d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis à un système plus multipolaire dans lequel les puissances montantes comme la Chine devront s'affirmer et jouer un rôle plus important. Je pense que c'est un modèle pour de nombreux pays. Mais nous devons aller plus loin. Il s'agit d'une transformation systémique du monde. L'intelligence artificielle, le métaverse, la biologie synthétique, notre vie dans 10 ans sera complètement différente. Et celui qui maîtrisera ces technologies sera le maître du monde. Comme son protégé Justin Trudeau, Klaus Schwab constitue un exemple frappant. Pourtant, lui aussi n'est que le maître de son propre forum économique mondial. La science remplace l'évolution par sélection naturelle, par l'évolution au travers d'une conception intelligente. Non pas la conception intelligente d'un Dieu au-dessus des nuages, mais notre conception intelligente est la conception intelligente de nos nuages. Le nuage d'IBM, le nuage de Microsoft, ce sont les nouvelles forces motrices de l'évolution. Aujourd'hui, nous disposons de la technologie nécessaire pour pirater les êtres humains à grande échelle. Je veux dire par là que si vous disposez de suffisamment de données et de puissance informatique, vous pouvez comprendre les gens mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Vous pouvez alors les manipuler d'une manière qui était auparavant impossible. Vous savez, l'idée que les humains ont une âme et un libre arbitre, c'est fini. Maintenant, à quoi ressembleront exactement les futurs maîtres de la planète? Ce sont les détenteurs de données qui en décideront. Les puissances étrangères peuvent collecter, stocker et exploiter les informations biométriques issues des tests Covid. Des responsables des services des renseignements américains ont déclaré à CBS News que la Chine essayait de collecter l'ADN des Américains dans l'espoir de contrôler l'avenir des soins de santé. Les kits de tests chinois sont un outil permettant à la Chine de compiler des données génétiques. Les Chinois ne sont pas les seuls à explorer cette technologie. Les États-Unis y travaillent également. La Maison-Blanche intensifie sa réponse au Covid, annonçant que les Américains peuvent à nouveau obtenir des kits de tests Covid gratuits, alors que les inquiétudes... Les données sont l'actif le plus important au monde. Ceux qui contrôlent les données contrôlent l'avenir non seulement de l'humanité, mais aussi de la vie elle-même. Partout où elle va, cette jeune fille est suivie. Ce qu'elle achète, comment elle se comporte, elle est tracée et notée pour montrer à quel point elle est responsable et digne de confiance. C'est ce que l'on appelle le système de crédit social. La réputation d'une personne est notée sur une échelle de 350 à 950. C'est la rencontre de Big Data et de Big Brother qui permet au gouvernement de surveiller, de suivre et finalement de contrôler ces 1,4 milliard de citoyens. Un bon score apporte des avantages, mais les personnes ayant un mauvais score perdent des droits. Le cinéma dénonce sur les écrans géants les personnes jugées indignes de confiance en affichant leurs coordonnées, voire leur adresse. Et les collecteurs d'informations sont payés pour faire des rapports sur leurs voisins. La Cour suprême a dressé une liste noire de mauvais citoyens. Parmi eux figure un journaliste qui s'est approché un peu trop près de la découverte de la corruption parmi les membres les plus en vue du parti. Il a été inscrit sur la liste noire. Il s'en est rendu compte lorsqu'il a voulu acheter un billet de train. Une fois inscrit sur la liste noire, vous ne pouvez plus obtenir de prêts bancaires, créer une entreprise, acheter un appartement ou même envoyer vos enfants dans une école privée. En utilisant le mécanisme du crédit social, il sera possible d'établir une liste noire des criminels. Ces sanctions serviront de fouet pour reconstruire les valeurs morales. Et peu de gens ici sont prêts à critiquer quelque chose qui peut représenter un risque en soi, pour une mauvaise note et la vie qui en découle. Cela peut paraître effrayant, mais c'est comme ça ici. Nous sommes habitués et de toute façon, nous n'avons pas le choix. La Chine veut des citoyens obéissants. La critique ou la résistance au sein de la population est pratiquement inexistante.
La police a enfoncé la porte de cette femme qui refusait d'être mise en quarantaine. Ces vidéos montrent des rangées de conteneurs métalliques utilisés pour héberger les patients du Covid-19. Certains d'entre eux se sont plaints qu'il ne leur reste que très peu de nourriture dans ces boîtes métalliques glaciales. Les fonctionnaires du gouvernement chinois installent actuellement des clôtures à Shanghai, empêchant les gens de sortir de chez eux. Pour certains, Shanghai ressemble à la plus grande prison du monde. Il y a 5 minutes, il n'y avait que quelques personnes qui criaient. Soudain, tout le monde s'est mis à crier. Comment une poignée d'autocrates peut-elle prendre le contrôle total d'une population de 1,4 milliard d'habitants? J'ai 2 masters, l'un en psychologie clinique, l'autre en statistique. Et au début de la crise, j'ai commencé à étudier un peu les statistiques. Les premiers modèles mathématiques et les premières statistiques avaient tous considérablement surestimé la dangerosité du virus. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à la manière dont il était possible qu'une société et une population entière soient sous l'emprise d'un récit qui, à bien des égards, était manifestement erroné. Après quelques mois, il m'est apparu clairement que le seul mécanisme qui pouvait expliquer ce qui se passait dans la société était ce que l'on appelle généralement la formation de masse. La formation de masse est identique à l'hypnose. Ce terme fait référence à un type spécifique de formation de groupe qui a des effets caractéristiques très particuliers au niveau du fonctionnement mental individuel. L'un de ces effets est qu'un individu sous l'emprise de la formation de masse perd typiquement toute capacité à prendre une distance critique par rapport à ce en quoi il croit, par rapport à ce en quoi le groupe croit. On pourrait penser que ce sont les personnes à faible quotient intellectuel qui sont les plus sensibles à ce phénomène, mais il semble que ce soit l'inverse. Le constatez-vous? C'est ce que j'ai constaté, et cela semble être lié au niveau d'éducation et au quotient intellectuel. Nous cherchons à vérifier notre système de croyance. Pour un médecin, si le CDC dit que c'est vrai, alors cela doit être vrai. Je reste dans cette zone de confort. En réalité, ce sont les personnes extérieures au système qui se disent « Attendez une seconde, je voudrais remettre en question le CDC. D'où vient cette étude ?» C'est ce que je fais. Toutes ces personnes ont été tenues à l'écart de la conversation. Tout ce que je peux dire... Et vous voudriez que je signe un contrat social avec une méthode scientifique qui n'est pas éprouvée? Je ne m'intéresse pas au passé médical. Ce qui m'intéresse, c'est le consensus médical. Les personnes très intelligentes ont tendance à obtenir de nombreux diplômes. Ces personnes ont consacré tant d'années dans les institutions pour obtenir ces diplômes qu'elles ont développé une confiance non seulement dans les établissements d'enseignement, mais aussi dans ceux qui les soutiennent, qui sont en grande partie des organismes gouvernementaux. Ils partent donc du principe que si l'université et le gouvernement le disent, c'est probablement vrai. Ce que j'ai appris à propos de la science, c'est qu'il s'agit en fait d'imaginer qu'ils regardent un fragment du monde et que c'est tout ce qu'ils voient. C'est tout ce qu'ils voient. Ils ne voient pas le monde. Je pense donc qu'il existe un décalage entre les personnes intelligentes, diplômées, et la réalité, avec l'expérience vécue de la nature, de la vie, que l'on ne retrouve pas chez les personnes qui travaillent tout le temps à l'extérieur avec leurs mains. Une formation de masse émerge généralement dans une société lorsque des conditions très spécifiques sont réunies au préalable. La condition la plus importante étant qu'une grande partie de la population a besoin de se sentir isolée. Les médecins affirment que ce sont justement les règles censées protéger les gens du coronavirus qui font de gros dégâts en matière d'anxiété, de dépression et même de suicide. Aujourd'hui, tout le monde souffre et les enfants sont particulièrement touchés. La véritable pandémie est la guerre psychologique menée contre chaque être humain. Si vous prenez un être humain, que vous le mettez dans un état de peur chronique, que vous combinez avec un isolement social, ce qui se passe, c'est qu'ils décompensent psychologiquement et vivent dans une telle douleur émotionnelle qu'ils gravitent de manière irrationnelle autour de tout ce que vous leur promettez pour soulager cette douleur. Lorsque les gens se sentent déconnectés de leur environnement, ils commencent généralement à éprouver un manque de sens à leur vie. Dans ces conditions, si les médias diffusent un récit indiquant un objet d'anxiété et une stratégie pour gérer cet objet d'anxiété, ils se connectent soudain à un petit objet de peur, par exemple le coronavirus,
Après cela, les gens ne se sentent plus seuls. Ils se sentent à nouveau connectés. Dites-moi si vous avez eu le vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, les antivax. Ce nouveau type de lien social est très problématique, car les liens entre les individus se détériorent encore plus. Et le lien entre l'individu et le collectif devient de plus en plus fort, ce qui les rend prêts à tout sacrifier pour le collectif. Sa santé, sa richesse, l'avenir de ses enfants, tout. Une autre caractéristique des individus en formation de masse est qu'ils deviennent radicalement intolérants à l'égard des voix dissidentes. Les personnes qui ne se font pas vacciner, il est temps de commencer à leur faire honte ou de les laisser tomber. Une personne vaccinée fait une crise cardiaque? Oui, viens, on va s'occuper de toi. Le non-vacciné repose en paix, crétin. Mets ton masque, voilà ce que tu dois faire. Il faut arrêter de dorloter les crétins qui ne veulent pas se faire vacciner. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Ça ne dérange personne qu'elle ne soit pas obligée de porter un masque comme tout le monde? Quand allons-nous arrêter de supporter les idiots dans ce pays Vous êtes un imbécile si vous ne portez pas de masque. et de dire qu'il est obligatoire de se faire vacciner? Au diable votre liberté. Les personnes qui ne vont pas dans le sens de la masse sont stigmatisées. Et à la fin, la masse est encline à détruire ceux qui ne vont pas dans son sens. Et ils le font comme si c'était un devoir éthique. Pousser de bonnes personnes à faire de mauvaises choses, des choses nuisibles, tout en pensant qu'il s'agit de bonnes choses, c'est dangereux parce que ça a l'air bien, on se sent bien alors qu'on est utilisé. Ils se sacrifient et considèrent que c'est une vertu, parce que cela démontre leur obéissance totale au culte, au groupe, en accomplissant des actes rituels qui leur causent du tort. L'une des illustrations les plus claires de ce phénomène a été la condamnation à mort, souvent sous la torture, des dirigeants du Parti communiste de l'Union soviétique. Ils ne s'y sont pas opposés. Ils disaient par exemple, si cela aide le Parti communiste, c'est avec plaisir que je le fais. C'est quelque chose qui a été observé dans tous les grands exemples de formation de masse dans l'histoire. Je suis née en Chine communiste 2 ans avant que Mao ne commence sa révolution culturelle. Nous avons donc subi un endoctrinement. Nous avons dû chanter des slogans et tenir les petits livres rouges de Mao pour dire « Vive le président Mao, vive le Parti communiste ». Inspiré par les dictateurs soviétiques Vladimir Lénine et Joseph Staline, le dirigeant communiste chinois Mao Zedong s'est inspiré de la révolution russe. Pour lutter contre les forces anticommunistes, Lénine a créé une branche militaire de son parti communiste, l'Armée rouge, à laquelle Mao a donné le nom de Garde rouge. Cependant, les soldats de Mao n'étaient pas enrôlés dans son armée. Sa garde rouge était composée de lycéens et d'étudiants. Il a donc utilisé les jeunes pour lancer la révolution culturelle, renverser les statues, brûler les vieux bâtiments et diaboliser toutes les religions, s'en prendre à toutes les voix dissidentes et monter tous les Chinois les uns contre les autres, les familles les unes contre les autres, les voisins les uns contre les autres. Le président Mao, comme on l'appelait, était profondément influencé par les idées de Lénine sur le marxisme et la révolution et faisait souvent l'éloge de Staline en tant que grand dirigeant. Il a lancé sa campagne du grand bond en avant dans les années 50 et a tué de nombreux propriétaires de terres. 40 à 60 millions de personnes sont mortes de faim. Les gens échangeaient les cadavres de leurs enfants contre de la nourriture pour survivre. Le cannibalisme était omniprésent. Par la guerre, la torture, les exécutions et la famine, le président Mao a causé la mort de 80 millions d'innocents, ce qui fait de lui le dictateur le plus meurtrier de tous les temps. La Chine a rasé la tête des femmes,
les a toutes habillées de vêtements peu attrayants et asexuées, et a fait de même pour les hommes. Cette technique a été utilisée au XXe siècle par tous les régimes totalitaires. Mao voulait créer une société sans sexe. C'est pourquoi les filles comme moi ne pouvaient pas porter de beaux vêtements ni se maquiller. Nous devions simplement ressembler à des garçons unisexes sans sexe. Ils ont asexué la population de sorte qu'il n'y ait plus de désir, plus de bipolarité homme-femme. Tout le monde ressemble à un automate. Et que font-ils alors? Au lieu de se tourner les uns vers les autres, ils se tournent vers l'État. La seule chose qu'il me reste à croire, à moi en tant qu'enfant, c'est le communisme. Et Mao était le nouveau Dieu. Aujourd'hui, en Chine, le gouvernement réprime non seulement les musulmans, mais aussi les autres religions afin d'affirmer l'idéologie communiste. Voici un autre élément interdit en Chine, le Falun Gong, un mouvement religieux qui met l'accent sur l'éveil spirituel et la culture de la vertu. La civilisation chinoise, vieille de 5000 ans, a été fondée sur la foi. Le régime communiste est athée. Ainsi, toute philosophie qui encourage les gens à croire en Dieu, à croire en de bonnes choses, est quelque chose qu'ils n'aiment pas. J'ai décidé de fuir la Chine après avoir subi de graves persécutions. Sous le prétexte du virus Covid-19, le Parti communiste chinois a intensifié ses persécutions. Nous avons été arrêtés à plusieurs reprises et détenus dans divers centres de détention et de lavage de cerveau. Au cours des dernières années, un vaste réseau de camps a été mis en place à travers le Xinjiang. Une série de fiches classifiées montre à quel point il est facile d'être sélectionné par le gouvernement chinois pour recevoir une éducation et une formation. Le ministère américain de la Défense affirme que près de 3 millions de personnes sont détenues de force dans des camps de rééducation et de travail forcé. La Chine les appelle des camps de transformation de la pensée destinés à empêcher la propagation de l'extrémisme. Mais des rapports indiquent qu'ils ressemblent davantage à des prisons. Lorsque j'ai été retenue au centre de détention, j'ai été menottée et suspendue à un tuyau du radiateur, et mes orteils touchaient à peine le sol. Je suis restée suspendue pendant 3 jours. Les gardes du Parti communiste chinois ont fait entrer 4 détenus masculins dans ma cellule et ils ont commencé l'une des pires expériences de torture. Et au bord de la mort, j'ai réalisé que je ne pouvais rien faire d'autre que de me tourner vers ma foi. J'ai donc prié pour être sauvée. L'un des 4 détenus masculins s'est soudainement évanoui sur le sol, ce qui a interrompu la séance de torture. J'ai quitté la Chine parce que mes parents étaient fortement persécutés pour leur pratique du Falun Gong. De l'âge d'1 an à l'âge de 5 ans, mes grands-parents se sont occupés de moi parce que mes parents étaient toujours torturés dans des cellules obscures. Le premier souvenir clair que j'ai de ma mère est qu'on m'a amenée dans un centre de lavage de cerveau et que je l'ai vue attachée à une chaise avec des gens derrière elle qui la gardaient. Un tube en plastique très épais était inséré dans son nez et elle était nourrie de force. Elle avait l'air de souffrir énormément. J'avais 5 ans à l'époque. C'était très traumatisant.
Le directeur de mon école est venu me voir plusieurs fois et m'a dit de m'éloigner de mes parents et de signaler toutes leurs activités. Ils inculquent tous les mensonges et la haine à la jeune génération. Les jeunes sont utilisés aujourd'hui pour faire la révolution culturelle américaine, pour faire en sorte que les enfants ne fassent plus confiance à leurs parents. Ils disent « Oh, mes parents ne me comprennent pas, je suis confus, je dois me tourner vers mes professeurs et autres figures d'autorité. » Regardez la révolution culturelle de Mao pour voir combien de similitudes il y a. Le communisme vaincra. Ce n'est pas une blague. Cela arrivera. Vous êtes satisfait de ce qui se passait en URSS en 1917? Non, nous critiquons. C'est pour ça que nous sommes maoïstes. Nous en faisons la critique pour améliorer le socialisme. La prochaine fois qu'il viendra, il jettera les gens comme vous dans un camp de travail. Hier, j'ai demandé à ChatGPT, existe-t-il des similitudes entre la révolution woke d'aujourd'hui et la révolution culturelle du président Mao dans les années 1960? Et il m'a répondu, combien de temps avez-vous? Nous reconnaissons qu'un gouvernement est absolument nécessaire à une société ordonnée. Mais selon le dicton, un gouvernement, tout comme le feu, est à la fois bénéfique et dangereux. Nous croyons au concept de gouvernement limité, et nous croyons que la République constitutionnelle créée par nos pères fondateurs est la meilleure forme de gouvernement limité qui ait jamais été conçue par l'homme. Notre République est une démocratie limitée. C'est une forme de gouvernement basée sur le principe de la règle de la majorité limitée. Limitée pour que la minorité, même une minorité d'une personne, puisse être protégée contre les caprices et les passions de la majorité. La démocratie est une forme de gouvernement fondée sur le principe de la règle de la majorité. C'est facile à comprendre, facile à vendre aux masses, et j'ajouterais mortel. Les pères de la philosophie, Socrate, Platon et Aristote, étaient tous de fervents détracteurs de la démocratie. Les plus grands esprits de l'histoire ont tous observé que même une démocratie bien intentionnée peut engendrer la tromperie, la division et en fin de compte, le contrôle total de l'État. Aristote a écrit que la démocratie n'est pas seulement la règle de la majorité. La démocratie est un système dans lequel la majorité est aux commandes, tout en respectant les droits et principes élémentaires des minorités. Dans le cas contraire, la démocratie devient une tyrannie de la majorité. Socrate lui-même a été victime de ce processus. Il a été condamné à mort par un vote majoritaire pour avoir protesté contre les droits et les protections de la minorité. Ce pays a été fondé sur le principe de la souveraineté de l'individu sur l'institution gouvernementale. Il s'agit d'une philosophie de gouvernance qui dit que vous êtes un individu libre ou d'une philosophie de gouvernance qui dit que vous êtes au service, que vous êtes soumis. Nous avons des droits inaliénables du simple fait d'être humain. La responsabilité première du gouvernement est donc de protéger ces droits. Il ne s'agit pas de règles pour moi, ce sont des règles pour le gouvernement, ce que vous êtes autorisé à me faire ou à ne pas me faire. Nous sommes une république constitutionnelle avec une démocratie représentative. Donc les gens votent, mais nous avons une séparation des pouvoirs. Ainsi, si la majorité décide de vous manger pour le déjeuner, la Cour suprême peut s'y opposer. Et comment protéger la minorité de la majorité? Vous écrivez un ensemble de règles sur un morceau de papier. Vous dites « ceci nous pouvons le faire, cela nous ne pouvons pas ». En haut de la feuille, vous écrivez le mot « Constitution ». Et tout le monde accepte de suivre les règles, quelles que soient les tentations. Et quand vous avez fini, vous avez créé une république constitutionnelle. C'est Thomas Jefferson qui a dit que la République est la seule forme de gouvernement qui ne soit pas éternellement en guerre ouverte ou secrète avec les droits de l'homme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de droite, de gauche, d'extrémistes et de modérés. Le concept de spectre politique, s'il a une quelconque signification, est une échelle de mesure montrant toutes les variations au sein d'un gouvernement.
Les extrémistes, à l'extrémité zéro, sont ceux qui prônent l'absence totale de gouvernement, les anarchistes. Les extrémistes à l'autre extrémité seraient ceux qui prônent un gouvernement total. Et qui sont-ils? Les communistes, bien sûr, mais aussi les nazis, les fascistes, quel que soit le nom qu'ils se donnent. S'ils prônent le contrôle total du peuple par le gouvernement, ils sont tous par définition des totalitaristes. Le débat n'est pas entre conservateurs et libéraux. Il remonte à l'histoire, bien avant que ces mots n'aient été inventés. Les points de vue opposés sont identifiés comme étant l'individualisme et le collectivisme. L'individualiste estime que les droits de l'individu ne doivent pas être bafoués par les désirs de la collectivité ou du groupe. Le collectiviste, quant à lui, estime que le groupe est plus important que la personne qui le compose et que l'individu doit être sacrifié si nécessaire pour le plus grand bien du plus grand nombre. L'individualiste croit que chaque homme a la responsabilité personnelle et directe de subvenir d'abord à ses besoins, puis à ceux de sa famille, et enfin à ceux des personnes extérieures à sa famille qui pourraient être dans le besoin. Le collectiviste, quant à lui, déclare que l'individu n'est pas personnellement responsable de la charité ou de l'éducation de ses propres enfants, de la prise en charge de ses parents âgés, ni même de sa propre prise en charge. Il s'agit d'une fonction collective de l'État lui-même. Tout ce qu'on dit sur le socialisme, le communisme, le mondialisme et le nazisme, devinez quoi? Ce sont toutes des sociétés collectives. Le collectivisme, au niveau international, est essentiellement connu sous le nom de mondialisme, qui est souvent présenté comme un cadre d'unité et de durabilité sous le couvert de la philanthropie. Les dirigeants du mouvement mondialiste tirent parti de toutes les crises possibles pour faire avancer leur projet de remplacer la souveraineté nationale par un gouvernement mondial unique. Nous sommes confrontés à tant de crises simultanées. Que faut-il pour maîtriser l'avenir? Ce sont les mondialistes qui sont derrière les nouvelles méthodes de contrôle destructrices comme l'ESG, l'acronyme pour la gouvernance environnementale et sociale. Similaire au score de crédit social de la Chine, l'ESG est un système de classement qui permet de suivre l'empreinte carbone d'une entreprise ou d'un pays, ainsi que son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. Une mauvaise note ESG peut avoir de graves conséquences, notamment une atteinte à la réputation, des actions juridiques et réglementaires, et la perte d'investisseurs et de crédits bancaires. Au cours de la dernière décennie, de nombreux pays et des milliers de grandes marques ont été contraints de s'adapter au programme ESG. Et aujourd'hui, nombre d'entre elles en paient le prix. En 2018, le Forum économique mondial a publié sur son site web un article intitulé « Comment nous rendrons le Sri Lanka riche d'ici 2025 ». Cet article a été retiré une fois que l'on a appris que les prix des denrées alimentaires au Sri Lanka avaient presque doublé et que des millions de leurs citoyens étaient menacés de famine. Quelle en est la cause? Les agriculteurs ont protesté et demandé au gouvernement de collaborer avec eux pour améliorer lentement les pratiques agricoles afin de les rendre plus respectueuses de l'environnement plutôt que de mettre en œuvre des interdictions sévères. Mais le gouvernement était plus intéressé par le maintien d'un score ESG élevé auprès de ses créanciers comme BlackRock. En conséquence, la production alimentaire a chuté de façon spectaculaire, les agriculteurs s'attendant à des pertes de récolte de l'ordre de 85%. Le pays a dû commencer à dépenser de l'argent pour importer de la nourriture alors qu'il était auparavant autosuffisant. Le Sri Lanka est un exemple dissuasif. Ce qui se passe là-bas pourrait être un signe avant-coureur de ce qui nous attend si nous ne prenons pas garde et n'en tirons pas les leçons. Le gouvernement néerlandais a été l'un des premiers à adhérer au système ESG. Les agriculteurs néerlandais ont fait valoir que la précipitation à s'adapter aux nouvelles réglementations extrêmes entraînerait la destruction de l'approvisionnement alimentaire du pays. Les Pays-Bas sont le deuxième exportateur agricole au monde, ce qui leur vaut le titre de petit pays qui nourrit le monde. L'effondrement de leur système pourrait déclencher une crise alimentaire mondiale. Pourtant, le Premier ministre néerlandais a continué à persécuter les agriculteurs néerlandais jusqu'à ce qu'ils soient contraints de se révolter. Où trouve-t-on encore un tel Premier ministre dans le monde? Aux Pays-Bas. Il s'agit de Mark Rutte.
N'oubliez pas non plus que les Pays-Bas sont le programme pilote des centres alimentaires mondiaux et que le Forum économique mondial a confié aux Pays-Bas ce qu'ils appellent le secrétariat mondial. J'utilise ironiquement un terme communiste pour le désigner. Le Premier ministre Mark Rutte, la coqueluche de Klaus Schwab, est occupé à réaliser l'agenda de la grande réinitialisation du Forum économique mondial en expulsant les agriculteurs de leurs propres terres. La leçon la plus importante que j'ai apprise au cours de mes années en tant que Premier ministre de l'un des pays commerciaux les plus ouverts sur le monde est que les intérêts nationaux sont souvent mieux servis par la coopération internationale. Schwab a vendu cette idée parce qu'ils sont dos au mur. Tous ces gouvernements sont pratiquement ruinés. S'ils font défaut, tous les gens perdent leurs retraites sur lesquelles ils comptaient et vont prendre d'assaut leur palais avec des fourches. Schwab a vendu cette idée que bien que l'on se dirige vers le marxisme, on peut toujours conserver le pouvoir. Aucun de ces projets climatiques net zéro ne fonctionne sans perturber massivement, voire détruire la vie des petites gens. Si vous réfléchissez à ce qui a créé la prospérité au cours des nombreuses années de l'histoire de l'humanité, c'est la propriété foncière. Actuellement, les gouvernements cherchent à s'approprier les biens immobiliers. Et c'est ce qui se passe partout. De plus en plus de gens pensent que personne ne devrait jamais profiter de l'immobilier. Malheureusement, c'est cette idéologie que le gouvernement utilise pour prendre le contrôle. Si l'on examine les données de 2001 à 2015, on constate une tendance lente et régulière à l'augmentation du nombre de grosses sociétés propriétaires, de maisons individuelles, d'appartements, de bureaux, et à la diminution du nombre de particuliers propriétaires de biens immobiliers. Le groupe Blackstone a récemment levé la somme record de 50 milliards de dollars pour s'accaparer les maisons de famille américaines. Pendant la pandémie, quand tout le monde a reçu l'ordre de se confiner chez eux, pourquoi les gouvernements du monde entier ont-ils fait des exceptions pour des manifestations de masse ? Nous avons tous entendu l'expression braderie. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une métaphore. Lorsqu'une communauté est endommagée par des manifestations, la valeur des propriétés locales s'effondre. Les investisseurs s'emparent alors de ces biens immobiliers dévalués pour une bouchée de pain. Dans de nombreux cas, les dirigeants des communautés décimées reçoivent des pots de vin pour permettre ce transfert de richesse. Les grandes entreprises et sociétés d'investissement s'empressent d'acheter les seuls logements abordables de votre quartier. Moins les individus sont propriétaires de leur logement, moins ils sont financièrement indépendants. Cela crée une dépendance vis-à-vis des grandes sociétés financières qui profitent de cette masse. Nous nous dirigeons donc vers un monde où les gens ne possèdent rien. Je dis toujours que si nous ne possédons rien, qui possède ? Bill Gates, mania des affaires, développeur de logiciels, philanthrope, le plus grand propriétaire des terres agricoles du pays. Gates possède plus de 270 000 hectares de terres. C'est une réintroduction du marxisme, où le communisme possède tous les biens. Dans son manifeste communiste, Karl Marx écrit « La théorie du communisme peut se résumer en une seule phrase, l'abolition de la propriété privée. » Karl Marx était un philosophe et théoricien social allemand qui a vécu dans les années 1800. Il est le co-auteur du manifeste communiste, qualifié de Bible du communisme. Ses théories sur les conflits de classe et le matérialisme dialectique ont contribué à façonner des mouvements socialistes et communistes dans le monde entier. Joseph Staline, Vladimir Lénine, Léon Trotsky, Mao Zedong, Che Guevara, Fidel Castro, Kim Jong-un, Hugo Chavez, Nicolás Maduro et bien d'autres révolutionnaires communistes ont cité le marxisme comme fondement de leur idéologie politique. Marx rejette tout concept de Dieu ainsi que la famille traditionnelle. Selon des membres de sa propre famille, Marx était émotionnellement, verbalement et physiquement violent. Sa femme, Jenny, souffrait de dépression, aggravée par les impulsions adultères de Karl et son incapacité à subvenir aux besoins de ses enfants. Malgré son éducation privilégiée et son instruction formelle, Karl Marx était souvent réticent à l'idée de travailler et comptait sur le soutien financier de ses amis et de sa famille. En 1943, la directive suivante a été publiée par le siège du parti à l'intention de tous les communistes des États-Unis. Elle stipulait « Lorsque certains auteurs de troubles deviennent trop irritants, qualifiez-les de fascistes, de nazis ou d'antisémites. Dans l'esprit du public, il faut constamment associer ceux qui s'opposent à nous à ces noms qui ont déjà une mauvaise odeur.
Après avoir été répétée, cette association deviendra un fait dans l'esprit du public. Les pères fondateurs étaient racistes et misogynes. Fascistes, Parti politique fasciste. les radicaux d'extrême droite, Antisémites. xénophobes, Transphobes, Oncle Tom. suprémacistes blancs, Terroristes nationaux. organisateurs néo-nazis. Nazis. Vous êtes un anti-vax, Antivax. Raciste. Racistes. L'injure est leur principale tactique d'intimidation. Et ils l'appliquent sans relâche à tous ceux qui remettent en question leurs dogmes ou disent quelque chose qu'ils jugent inacceptable ou offensant. Dès 1928, les communistes ont déclaré que les différences raciales entre nos peuples constituaient le point le plus faible et le plus vulnérable de notre tissu social. En mettant une pression constante sur ce fait, ils ont calculé qu'à terme, la situation pourrait être retournée, que les Américains seraient divisés, affaiblis et peut-être même opposés les uns aux autres dans un combat ouvert. Ils affirmaient sans ambiguïté que les Noirs, en raison de leur statut social et de la prédominance de la classe ouvrière, offraient de plus grandes possibilités révolutionnaires que n'importe quel autre groupe de la population. Les communistes n'appellent pas seulement à un chaos généralisé dans les villes, ils prévoient des incendies ravageurs d'une ville à l'autre. L'Américain moyen, disent-ils, mou et décadent, lorsqu'il verra des volutes de fumée noire s'élever d'un horizon à l'autre, quand la nuit, la seule lumière dont il dispose pour voir est le rouge vacillant des flammes qui s'élancent dans le ciel, il sera paralysé par la peur et la panique, et ne fera rien pour interférer avec une bande de guerrieros qui s'attaque au centre de pouvoir de la société. Pour justifier la violence, ils doivent pouvoir prétendre qu'ils libèrent les gens. Et si les gens doivent être libérés, alors il est nécessaire de passer par des motions, au moins de prétendre qu'ils ont le droit de former une nation qui leur est propre. Le Parti communiste a appelé à leur libération en se séparant des États-Unis et en créant leur propre nation à l'intérieur de nos frontières. Les militants contrôlent désormais les zones barricadées. C'est ce qu'on appelle une zone autonome. Ils veulent qu'elle soit libérée du capitalisme, de l'autorité de l'État et de la police. Prendre les États-Unis, tous les États-Unis, il faudra, disent-ils, impliquer aussi bien les Blancs que les Noirs. Et en général, faire passer leur révolution en Amérique de la guerre de race à la guerre de classe. Lorsqu'ils parlent de pression venant d'en haut, ils veulent dire qu'ils utilisent leur personnel et leur influence au sein même du gouvernement désigné pour prendre le contrôle, pour présenter des recommandations officielles pour la législation. Bien entendu, ces recommandations sont censées apporter des solutions aux problèmes nationaux. Mais lorsqu'elles sont adoptées, leur seul effet réel est d'accroître considérablement le pouvoir du gouvernement et de rapprocher le pays de l'objectif ultime. La pression exercée par la base consiste alors à user de son influence sur les diverses organisations de masse du pays, pour donner l'impression que ces recommandations bénéficient d'un grand soutien populaire. Bien entendu, les membres de ces organisations ne doivent jamais soupçonner qu'ils sont utilisés pour promouvoir le programme communiste. La majorité silencieuse, l'individu moyen, est alors pris au milieu. Il regarde vers le haut et voit des porte-paroles très respectés du gouvernement appeler à une législation socialiste. Il regarde vers le bas et voit les foules de manifestants qui réclament la même chose. Il se dit, est-ce que tout le monde est devenu fou ou est-ce que c'est moi ? Il est toujours dans la majorité, bien sûr, mais il ne le sait pas. Il pense qu'il est en infériorité numérique et il se plie à ce qu'il pense être la volonté démocratique de la majorité. Il y a une chose intéressante que j'ai remarquée, c'est que même avec beaucoup de ces idéologies, ou avec ce que les gens appellent aujourd'hui l'idéologie woke, si ces personnes étaient d'horribles affreux, des bigots, des racistes, des xénophobes, ça ne marcherait même pas. La seule raison pour laquelle cela ne fonctionne pas est que les gens sont tellement compatissants qu'ils disent « je veux m'assurer que j'utilise les bons mots et que je dis les bonnes phrases ». On profite donc du fait que les gens sont honnêtes et l'on prend cette compassion pour la diriger vers le groupe de personnes contre lequel vous devriez être en colère. Ils ont fait de la compassion humaine une arme.
Il ne faut pas croire que les communistes ont placé leurs agitateurs uniquement dans les communautés noires. Ils travaillent des deux côtés. Ils veulent la haine, la violence et les fusions de sang entre les races. Et ils ne se soucient pas de la façon dont ils l'obtiennent ou de qui ils utilisent, même des enfants si nécessaire. Mes jeunes camarades, Bonjour. c'est ma façon de savoir si l'on a été contaminé par le patriarcat. Ah, il a l'air effrayant. Il a l'air effrayant, pourquoi? C'est juste un truc avec les blancs qui me fait me sentir... Oh, on dirait que Donnie a un cookie entier. Parce que c'est un homme blanc. Dites-le avec moi. Racisme structurel. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi le Parti communiste a été un fervent partisan de l'introduction d'un programme d'études pour les étudiants sur les Noirs dans nos lycées et nos universités. La raison devient évidente dès que l'on jette un coup d'œil au manuel et au guide d'études. Les écoles sont en train de radicaliser nos enfants. Et voici l'édition du livre de la théorie de la race critique. Et il y est dit littéralement qu'être blanc est une mauvaise chose, et il y a un symbole de Satan. Vous allez délibérément enseigner aux enfants que ce jeune blanc a plus de chances de réussir parce qu'il est blanc. Vous allez dire à un enfant blanc que les noirs sont tous opprimés. Comment puis-je avoir 2 diplômes de médecine si je suis ici et que je suis opprimé? Non seulement dans les écoles, mais aussi sur le lieu de travail, dans toute la société. Cela détruit ce pays. Et si cela continue, nous regarderons en arrière et serons responsables du démantèlement du plus grand pays du monde en revenant à l'enseignement de la haine et que la race est un facteur déterminant de notre destin. Merci. Madame la présidente de la commission scolaire de Sarasota, quel a été le pire de ce que vous avez eu à gérer en termes de réaction de la communauté ou des parents? Les injures, tyrans, marxistes, communistes. Ils veulent transférer les enfants vers des écoles privées sans la supervision de l'État. C'est une erreur. Les autorités éducatives des États-Unis demandent au gouvernement d'utiliser les lois antiterroristes et d'impliquer le FBI contre les parents qui protestent contre la façon dont les enfants sont instruits. Pas moins de 13 crimes fédéraux possibles sont identifiés, dont le fait de passer des appels téléphoniques gênants. Et celui-là, il pourrait être poursuivi pour avoir utilisé l'Internet d'une manière susceptible de causer une détresse émotionnelle. Ce week-end, les démocrates ont voté l'interdiction du langage sexiste dans les règles de la Chambre des représentants. Cela signifie qu'il n'y aura plus de termes comme père ou mère. La politique officielle de l'administration est-elle de remplacer le terme « femme » par « personne qui accouche » ? Une personne noire qui accouche. Une personne noire qui accouche. Une personne noire et indigène qui accouche. Vous êtes passé dans certains cas de l'utilisation du terme mère à l'utilisation du terme personne qui accouche. Encore une fois, nous essayons d'être précis dans le langage utilisé. Mère est un très bon mot. Je ne suis pas une personne qui accouche, je suis une mère. Pouvez-vous donner une définition du mot « femme » ? Puis-je fournir une définition? Oui. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ? Pas dans ce contexte, je ne suis pas biologiste. Ok, la définition du mot « femme » est tellement floue et controversée que vous ne pouvez pas m'en donner une définition ? Pensez-vous donc que les hommes peuvent tomber enceints et avorter? Oui. Littéralement, tout ce pour quoi on s'est battu pour les droits des femmes est en train de tomber à l'eau. Cet environnement qui a été créé, corrompu et manipulé, ne respecte pas les femmes, ni les enfants, ni les hommes. Ils ne se soucient pas de la famille. C'est pourquoi ils doivent s'attaquer à la mère et supprimer le père, parce qu'elle va protéger leur enfant, il va protéger cette femme, et tous deux vont protéger la société. Bonsoir. Bonsoir à tous, je vous remercie de votre attention. Quand on parle d'une relation parent-enfant, on parle de quelque chose de fondamental. C'est dans le cœur du libéral, pas du marxiste. C'est dans le cœur de la personne qui est conservatrice. Et ils repoussent les limites de quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'État de Washington est en passe de retirer légalement les enfants dont les parents s'opposent au traitement de transition. C'est contraire à la Constitution. Le seul moment où un parent perd ses droits, c'est s'il y a une circonstance extrême. Il s'agit de rompre le lien entre le parent et l'enfant. Ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent les familles pour prendre le contrôle des enfants. La plus grande défense contre le communisme est la famille nucléaire. Dans le chapitre 2 de son manifeste communiste, Karl Marx écrit « Abolition de la famille. La famille bourgeoise disparaîtra naturellement. » Nous sommes ici pour représenter des millions de Noirs américains
qui ne sont pas d'accord avec le mouvement Black Lives Matter. Si vous allez sur le site Black Lives Matter, il est dit que nous perturbons la famille nucléaire. Voici ma femme, voici nos 4 enfants. Pourquoi perturber la famille nucléaire? Parce que le véritable objectif est d'éliminer la famille en tant que source alternative possible de conseils et de soutien. Tous les régimes totalitaires s'efforcent de détruire les liens familiaux étroits afin d'éliminer toute loyauté qui pourrait être plus élevée que celle envers l'État lui-même. Au fil des ans, j'ai constaté dans ma pratique un déclin constant de l'expression d'une masculinité et d'une féminité saine. La séparation entre l'homme et la femme est aujourd'hui presque totale. Et cela est dû, en particulier, aux attaques permanentes contre la masculinité et à la dégradation de la féminité. Et si notre structure familiale disparaît à la génération suivante, que nous reste-t-il? Nous ne sommes plus qu'une bande d'individus apathiques qui passent leur vie virtuellement derrière un écran d'ordinateur et qui suivent les ordres du gouvernement. C'est peut-être parce que je suis entrée dans le mouvement à 17 ans et demi. J'ai donc un don pour savoir comment mobiliser les jeunes. J'étais à notre bureau de publication aujourd'hui et j'ai parlé à un jeune. Il a pris le livre et m'a dit que c'était comme le livre rouge de Mao. Et je me suis dit, eh mec, c'est ce que je pensais. Et c'était vraiment cool de l'entendre faire ce lien. Et je lui ai dit, et si vous achetiez 10 ou 15 de ces livres? Vous avez tous un groupe d'organisation de la jeunesse où le sujet peut être abordé et vous pouvez vraiment vous impliquer. Nous devons développer cela. Nous avons en fait des cadres idéologiques. En particulier, nous sommes des marxistes de formation. Je crois au marxisme. C'est une philosophie que j'ai apprise très tôt dans ma carrière d'organisatrice. L'enquête sur l'organisation Black Lives Matter a révélé des liens avec des groupes proches de l'idéologie communiste de la Chine. Alicia Garza, cofondatrice autoproclamée de Black Lives Matter, est marxiste et également propriétaire de Black Future Lab Project. Pourtant, tout serait perdu pour le Black Future Lab s'il n'y avait pas la Chinese Progressive Association. Les dons au Black Future Lab ne vont pas directement à la fondation elle-même. C'est la Chinese Progressive Association qui les reçoit. Grâce à des enquêtes médico-légales, nous savons maintenant que les manifestations enflammées, mais pour la plupart pacifiques de BLM en 2020, ont été organisées et partiellement financées par un réseau d'organisations pro-communistes. L'un de ces groupes est Liberation Road, basé aux États-Unis et fondé par une faction du Parti communiste vietnamien. Liberation Road est allié au mouvement néo-communiste et a des liens directs avec le Parti communiste chinois. La Chinese Progressive Association, basée à San Francisco et enracinée dans le communisme, a créé une société sœur appelée ASEAN for Black Lives pour servir de pont entre BLM et le Parti communiste chinois. J'ai passé beaucoup de temps avec le président Xi. Il a la ferme intention de devenir la nation la plus importante et la plus conséquente du monde. Lorsque nous parlons de la Chine, il est important de faire la distinction entre le peuple et le gouvernement répressif. Et si le Parti communiste chinois est sans aucun doute le plus grand adversaire étranger de l'Amérique, il est essentiel de reconnaître que la menace la plus urgente pour l'avenir des États-Unis réside à l'intérieur de nos propres frontières. Nous sommes tellement habitués à penser en termes de concepts de guerre traditionnels. Nous ne réalisons pas que les armes favorites de la conquête communiste sont plutôt la propagande. Savez-vous qui est le plus grand propagateur de désinformation de l'histoire du monde? Le gouvernement américain. Une vision biaisée de l'histoire. L'histoire a été écrite pour nous raconter une certaine histoire. Le projet 1619 tente de recadrer cette histoire. Ce que ces gens font, c'est subvertir les jeunes esprits noirs en leur faisant croire que la guerre d'indépendance a été menée pour préserver l'esclavage. Et c'est basé sur quelque chose qui est tout simplement faux. La tactique de la subversion interne. Je pensais que l'Amérique était raciste, je pensais qu'elle était patriarcale, je pensais que notre société capitaliste n'était qu'un moyen d'exploiter les gens. Et je pensais tout cela parce que c'est ce qu'on me disait. La prédication de la haine pour inciter au désordre civil. Je veux vous dire, Kavanaugh, vous avez semé le vent et vous en paierez le prix. Un Californien est accusé de tentative de meurtre sur le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh. Trahison, chantage, diffamation. C'est la première fois qu'Assange est interrogé sur les allégations de viol. Le LA Times a publié un article qualifiant Larry Elder de suprémaciste noir et blanc.
Tous ces crimes sont commis par des soldats qui ne portent pas d'uniforme et qui se prétendent être des citoyens loyaux du pays visé, destinés à être conquis de l'intérieur. La Troisième Guerre mondiale qui fait rage autour de nous en ce moment est une guerre politique, une guerre économique, une guerre psychologique, une guerre spirituelle. En fait, une bombe psychologique est lâchée chaque jour sur le peuple américain. Vous pensez probablement que vous êtes en sécurité, cela pourrait être une erreur mortelle. Faire des réserves. Pénurie. Pénurie de main-d'œuvre, Retard d'expédition. dû à des changements. Un nouveau variant du coronavirus. Le variant le plus viral, Plus transmissible. qui peut vous tuer. Il peut vous tuer. Criminalité en Une hausse. montée en puissance Acte de de la criminalité. terrorisme. Terrorisme domestique. Terrorisme blanc. Suprémaciste blanc. Fusillade de masse. Fusillade de masse. Conflit nucléaire. Conflit nucléaire. Troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Vladimir Poutine. Russie. Russie. Catastrophe climatique. Incendie. Tempête. Inondation Je ne meurtrière. veux pas que vous soyez optimiste. Les signes nous disent que nous avons 9 ans. Cette tempête va vous tuer. Je veux que vous paniquiez. Il encourage la peur. Il va tuer vos enfants. Sentiment de peur. Il va tuer vos animaux. Le monde est vraiment un endroit terrifiant. À moins d'avoir de la Je chance. veux que vous mémorisiez la peur que je ressens en ce moment. Expliquez-moi, si vous le voulez bien, qu'est-ce qui se passe scientifiquement dans notre esprit lorsque nous sommes dans un état de peur et comment cela affecte nos choix extérieurs et la direction de notre vie. Il est bien connu et bien étudié dans la littérature psychologique, dans la littérature psychiatrique, que lorsqu'une personne a peur, lorsqu'une personne est dans un état de peur, cette personne ne peut pas penser de manière rationnelle. Elle revient à une façon plus primitive de prendre des décisions qui est fortement axée sur les émotions. Et lorsque vous êtes placé dans un état de peur chronique, comme nous l'avons été, vous vous retrouvez dans ce que j'appellerais un état traumatique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement effrayé momentanément, vous êtes figé, vous perdez votre capacité à penser de manière critique. Il ne s'agit pas de Covid, de vaccin ou de quoi que ce soit d'autre. Ça n'est pas cela. Il s'agit de l'impulsion polarisante qui donne naissance à notre sentiment général de malaise, qui amplifie ensuite notre volonté de tomber dans des classifications réflexes comme la race ou les préjugés sur lesquels nous voulons nous battre. Plus nous pouvons distraire les gens en créant l'illusion que tout est effrayant, plus nous pouvons manipuler la population. Pendant des décennies, on nous a appris à avoir peur, s'agissant de se mettre à l'abri. Nous devons être prêts au cas où une bombe atomique explose. Pour se protéger contre la menace d'un anéantissement nucléaire ou plus récemment contre l'effondrement écologique imminent de notre planète dans 12 ans, que l'OAC de Greta Thunberg ne cesse de nous annoncer. La fin du monde aura lieu dans 12 ans si nous ne nous attaquons pas au changement climatique. Comment osez-vous? En réalité, toutes ces craintes sont plus ou moins fondées. Elles ne sont pas complètement inventées, mais elles sont tellement exagérées que nous ne pouvons plus raisonner. Quand les gens ont peur, ils ne se contentent pas d'accepter l'autoritarisme, ils l'exigent. Ils exigent que quelqu'un fasse quelque chose, que quelqu'un prenne les choses en main et dise quoi faire. Par exemple, où dois-je me positionner? Où dois-je me diriger? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les règles? Et encore une fois, les gens au pouvoir utilisent toujours ce droit et disent qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Nous pouvons prendre cette crise et mettre en place des politiques que nous n'aurions pas pu mettre en place en temps normal. Peut-être dans quelques décennies, quand les gens regarderont en arrière, ce qu'ils retiendront de la crise Covid, c'est que c'est à ce moment-là que nous avons accepté d'être surveillés tout le temps. Et peut-être que même une fois l'événement passé, on peut encore garder 30% des mesures. Et au fil du temps, multiplier les crises. Et tout d'un coup, on a un gouvernement ou un individu qui a beaucoup plus de pouvoir qu'il n'est censé en avoir. Les leaders de la masse, les personnes qui promeuvent le récit dans l'espace public ou qui s'hypnotisent elles-mêmes croient qu'elles doivent remodeler la société pour être en mesure de relever les défis auxquels elle est confrontée. Et ils croient si fanatiquement à cette idéologie qu'ils pensent qu'il est justifié de manipuler, de tricher et d'utiliser toutes sortes de récits pour convaincre les gens d'adhérer à cette idéologie. Nous allons rendre visite à maman. Je vais amener la famille à la maison pour voir maman. Non. Nous vous ferons taire. Nous vous poursuivrons en justice. Et s'il le faut, nous vous arrêterons et nous vous emmènerons en prison. Soit vous passez vos tests et vous vous assurez que vous n'avez rien à craindre, soit nous vous garderons plus longtemps dans un établissement. Il sera très difficile pour les gens de mener une vie normale s'ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont vaccinés. Par exemple, vous ne pourrez pas travailler dans cette agence ou institution en particulier. Vous ne pourrez pas aller dans tel collège ou telle université. Une fois que nous aurons commencé à appliquer ces mesures, de plus en plus de personnes accepteront de se faire vacciner.
Si la peur de perdre votre emploi, vos amis, votre famille et votre avenir ne suffit pas à vous convaincre à la soumission, peut-être que ces mesures vous inciteront à vous soumettre volontairement. Des primes en espèces aux bourses d'études, tout y passe. Les enfants de 12 ans et plus peuvent maintenant se procurer des bandes dessinées Avengers, Des milliers de prix disponibles. y compris des croisières et des billets pour le Super Bowl. Nous offrons un camion Ford F-150. Nous offrons des fusils de chasse et des carabines. Les dispensaires de marijuana offrent. Des joints pour toute injection. Krispy Kreme annonce cette semaine un donut gratuit et une bière gratuite, et oui. Exact, faites-vous vacciner, on vous offre une bière. Aujourd'hui pourrait être votre jour de chance. La loterie des vaccins en Californie. Repartez avec un super gain. Jusqu'à 5 millions de dollars si vous vous faites vacciner la semaine prochaine. Ils ont rendu ça palpitant, n'est-ce pas? Il y a une raison pour laquelle les gens vont à Vegas. Cela pourrait vraiment être lucratif s'ils ne sont pas déjà convaincus. Joshua, 18 ans, dit que l'un des meilleurs moments de l'injection chez Mickey D's a été le déjeuner offert par la maison. Pensez-y quand vous pensez à la vaccination. Vaccination. Si vous avez besoin de chance en amour, les applications de rencontre offrent aussi des incitations. Un bordel viennois propose des vaccins Covid-19 et offre à ceux qui l'acceptent une séance de 30 minutes avec une, je cite, femme de leur choix. Vous avez enfin trouvé ce qui nous rend tous plus séduisants. La vaccination. Pour s'aimer les uns les autres, Jésus a dit « Vaccinez-vous, faites vos rappels ». Pensez-vous que cela se présente comme une politique, mais qu'elle se déroule comme une religion? Cela se présente comme une religion. C'est un dogme absolu. Si vous n'y croyez pas, vous êtes condamné à l'enfer. C'est peut-être une nouvelle religion. Dieu a répondu à nos prières. Il a créé les hommes et les femmes les plus intelligents, les scientifiques, les médecins, les chercheurs. Il leur a permis de mettre au point un vaccin qui nous vient de Dieu. Et nous devons dire merci à Dieu. Merci. Il y a eu un moment, il n'y a pas si longtemps, où nous aurions pu nous sortir de cette situation sans trop de sacrifices de la part de qui que ce soit. Mais nous ne l'avons pas fait. Au lieu de cela, nous avons dormi. Partout où je regarde, je vois des hommes et des femmes qui savent que les communistes progressent dans ce pays. Ils savent qu'il faut faire quelque chose et que quelqu'un doit leur tenir tête. Mais eux-mêmes ne font rien. Ils se taisent. Parce qu'ils ont peur que s'ils parlent, cela nuise à leurs affaires. Ils pourraient perdre un client, voire leur emploi. Ou peut-être reçoivent-ils un chèque régulier du gouvernement et sont-ils déjà trop dépendants de certaines personnes et de certains programmes auxquels ils savent qu'ils devraient s'opposer. Nous avons maintenant dépassé le stade des solutions indolores et du patriotisme de salon. Bon, d'accord. Alors que faire ? Quelles sont les contre-mesures à prendre? Et par où commencer? Avant que nous ne gagnions enfin cette bataille, et je dois m'empresser de dire qu'il n'y a aucun doute dans mon esprit que nous allons la gagner, j'en suis de plus en plus convaincu. Mais avant de remporter la victoire, nous devons transmettre la vérité à chaque homme, femme et enfant d'Amérique. Je n'ai aucune idée de ce que chacun d'entre vous va faire dans les jours critiques qui s'annoncent. Ce sera peut-être beaucoup, peut-être peu. Il se peut qu'il n'y ait rien du tout, je n'en sais rien. Vous seuls pouvez répondre à cette question. Mais mesdames et messieurs, quoi que vous décidiez de faire pour votre pays, faites-le vite. Faites-le tout de suite. Chaque minute de retard supplémentaire alourdira le prix de la victoire finale. Monsieur Griffin, c'était il y a plus de 50 ans. Où en sommes-nous aujourd'hui? Entendre cette phrase après toutes ces années, c'est un peu un choc, parce que je n'avais pas réalisé à l'époque à quel point elle allait être exacte. Mais nous sommes en plein dedans. La victoire finale est donc encore devant nous.
Comment saviez-vous à l'époque ce qui se passerait aujourd'hui? C'est une longue histoire, bien sûr, mais j'ai fait une visite fascinante de la librairie communiste de Los Angeles quand j'étais très jeune. Je travaillais pour une compagnie d'assurance. J'étais dans M Corporate America. C'était l'époque où l'image du hippie était très populaire. Et beaucoup de ces gars dans cette librairie ou dans cet uniforme, je crois qu'ils pensaient que j'étais une recrue potentielle. Oui, nous avons toujours été prêts à en parler. Je parlerai du socialisme n'importe où, dans la rue ou au Sénat, n'importe où, vous savez. Vous êtes une faction communiste qui fait un gros coup de force pour le SDS? Est-ce qu'il y a des communistes ici? Je pense que oui. Oui, ce sont des communistes. Et pourtant, notre nation ne semble pas s'en préoccuper. Beaucoup de journaux, de télévision, de commentateurs et d'éducateurs qualifient ces jeunes révolutionnaires de dissidents. Mais ces voix sont-elles celles d'une simple dissidence? D'une simple agitation étudiante? Ou d'une sédition et d'une révolution? Ils m'ont invité à participer à leur groupe d'études, comme ils les appelaient, et étaient vraiment l'entonnoir de recrutement. Et je n'avais pas besoin de faire semblant d'être intéressé parce que je l'étais. Je voulais voir ce qu'ils faisaient. Plus je lisais, plus je me rendais compte que ces types étaient très sérieux. C'est alors que Jane, mon compagnon de voyage, m'a dit « Hé mon gars, tu ferais mieux d'arrêter de te préoccuper de la hiérarchie de l'entreprise, de gagner de l'argent et d'avoir l'air bien et de commencer à faire quelque chose. » Et je suis heureux de l'avoir fait. Parce qu'à partir de ce moment-là de ma vie, j'ai trouvé un sens et un but plus important que l'égocentrisme. Qui sont les principaux responsables de cet agenda? Je ne suis pas sûr que nous puissions citer des noms. Nous savons qu'il existe des couches et des couches de contrôle et d'influence de forme pyramidale. Au niveau le plus bas, bien sûr, il s'agit simplement des gens ordinaires. La plupart d'entre eux ne savent même pas ce qui se passe. Autrefois, un envahisseur pouvait débarquer avec une armée plus puissante, et les gens lui en voulaient, mais ils obéissaient parce que s'ils ne le faisaient pas, ils se faisaient tuer. Maintenant, si l'on veut conquérir les gens dans cet environnement, il faut passer par l'esprit. Et bien sûr, aujourd'hui, avec toute la technologie dont nous disposons et le contrôle des communications, des images, du système scolaire et des médias, ils ont un contrôle absolu sur cet entonnoir d'informations qui parvient à l'individu moyen. Et l'individu moyen n'est pas conscient qu'il y a une véritable guerre en cours pour son esprit. Ils seront impuissants. Et tant que les gens sont à la limite de la peur, ils sont prêts à renoncer à leur liberté et à payer beaucoup d'impôts. Une taxe sur le carbone! Et en tant que pasteur, cette idée est mon point de vue, l'ennemi se trouve dans une catégorie appelée collectivisme. Et c'est le mot qui s'applique à toutes ces choses. Le socialisme, le communisme, le fascisme, le nazisme, toutes ces choses ne sont que des variantes du collectivisme. Il s'agit d'une philosophie fondée sur l'hypothèse que le groupe est plus important que l'individu et que l'individu doit être sacrifié, si nécessaire, pour le plus grand bien du plus grand nombre. C'est l'astuce qui consiste à faire cela pour la société. Il est évident que vous n'aimez pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais c'est parfois nécessaire pour le bien de la société. Il faut commencer à faire des choses pour le bien de la société, et pas pour des idiots qui pensent qu'ils peuvent faire leurs propres recherches. Mais il ne s'agit pas de moi et de mon droit de choisir, il s'agit de la façon dont j'aime mon prochain. Vous ne faites pas cela pour vous. Si vous êtes tous comme moi, votre propre santé, votre propre risque, n'est pas un moteur rationnel essentiel de toutes vos actions. On nous a fait croire que si vous agissez dans votre propre intérêt, vous êtes égoïste, alors que rien n'est plus faux. Ceux d'entre nous qui ont découvert cette ruse il y a longtemps ont compris que l'intérêt personnel éclairé entre en jeu. Si vous agissez dans votre propre intérêt, vous découvrez rapidement que la meilleure façon de vous avantager est d'aider les autres. On y revient. La question est de savoir comment redresser la barre. Je pense que le chemin de l'enfer politique en Amérique a été de voter pour le moindre des deux mots. Il crée des conflits parce que les conflits créent de la peur et de la confusion. Et dans ce chaos, les gens ne sont pas très analytiques. Ils se contentent de chercher une réponse rapide, c'est-à-dire ce pourquoi ils vont voter. C'est généralement la réponse qui leur est offerte. Ils pensent qu'il suffit de voter pour quelqu'un, la bonne personne, pour que tout s'arrange. Vous ne pouvez pas attendre qu'une liste de candidats soit publiée et que vous disiez « lequel vais-je choisir ?» À ce stade, le jeu est terminé. Tous ces candidats ont été sélectionnés avant même que vous ne le sachiez.
Vous devez vous impliquer dans la politique au niveau local afin d'avoir une influence sur le choix des candidats. Et cela commence à la base. On n'arrive pas par le haut de l'échelle, on arrive par le bas. Si nous faisons ce travail, nous influencerons les deux partis politiques, tout comme nos opposants le font actuellement. Il y a en fait une voie à suivre pour s'en sortir, mais cela va demander du travail. Et cela va aussi exiger que nous reconnaissions que nous nous sommes trompés, nous-mêmes, que nous faisions partie de ce problème. Ce n'est pas le gouvernement qui a causé ce problème, le gouvernement l'a facilité. La raison est que nous nous sommes endormis en cours de route. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Les masses de l'humanité ont été réveillées en très peu de temps. Cela a créé un effet domino de prise de conscience sur toute la planète. Les gens ne peuvent plus retourner dans la matrice. Ils ne peuvent pas. Beaucoup de gens essaient de le faire, mais ils ne peuvent pas. En tant que citoyens de ce pays, nous avons le droit d'abolir le gouvernement et d'en créer un nouveau. Et c'est l'autorité qui nous a été conférée. C'est écrit dans nos textes, la déclaration d'indépendance, la Constitution des États-Unis, la Déclaration des droits de l'homme. Et nous avons des droits inaliénables. Et la base de ces droits, ce sont nos libertés. Et si nous n'avons pas cela, nous n'avons pas de vie. C'est pourquoi nous devons nous réveiller, nous devons nous lever et nous devons nous battre. Les droits naturels de chaque individu sont la vie, la liberté et la propriété. Et l'établissement d'un pays sur une prémisse qui n'avait jamais été établie auparavant, à savoir que l'individu est souverain parce que ses droits lui sont conférés par le Dieu souverain. Ce qui s'est passé peut être décrit comme divin. Et c'est pourquoi notre nation, notre idéologie, notre mode de vie sont toujours soumis à des attaques implacables que nous avons vaincues à maintes reprises et que nous vaincrons cette fois-ci. Nous nous battons tous les uns contre les autres et la façon de lutter contre cela est de faire le contraire de ce que ces chefs de guerre veulent que nous fassions, c'est-à-dire nous battre les uns contre les autres. Nous devrions apprendre à pardonner et à inviter d'autres personnes à la table, même si nous ne sommes pas d'accord avec elles, et à faire preuve de mansuétude les uns envers les autres, même si nous savons qu'ils ont fait quelque chose que nous désapprouvons totalement. Parce que c'est ainsi que nous allons finalement guérir en tant que nation, en comprenant que nous venons tous d'horizons différents et que nous vivons tous ici ensemble. Et commençons à dialoguer. Le seul vrai problème qui existe dans le monde, c'est la division. C'est le fait que les gens ne se réunissent pas dans des salles pour se parler, voir le cœur de l'autre et apprendre à comprendre. Et qu'est-ce que tu crois? Et qu'est-ce que je crois? Et y a-t-il un moyen de travailler ensemble pour résoudre ces problèmes? Je parierais que la plupart des Gen Z répondraient que oui. C'est ce que nous faisons en ce moment. Et c'est pourquoi je suis heureux que nous ayons l'âge que nous avons, parce que nous pouvons être les leaders de cette conversation. Quand j'ai commencé à réaliser que la liberté est un concept polarisant, pour une raison ou une autre, j'ai pensé que c'était l'Amérique. Est-ce l'Amérique, vraiment? Ok. Le monde est bien différent de ce que je pensais. Je craignais donc de tout perdre. Je pourrais perdre mon public, je pourrais perdre mon entreprise. Mais je savais qu'en ayant un fils qui venait au monde, j'imprimais quelque chose sur sa belle, innocente et fragile psyché et sur son cœur. J'imprime l'homme que je suis ou j'imprime une coquille vide de l'homme que je refuse d'être. Et j'ai su à ce moment-là que j'étais prêt à risquer de tout perdre pour faire cela. Je préférerais ramasser des boîtes de conserve sur le bord de l'autoroute pour nourrir ma famille, plutôt que de vivre en désaccord avec ma vérité et de trahir mon fils. Dites simplement non. Réagissez de manière non violente. Ils ne peuvent pas emprisonner tout le monde, ils ne peuvent pas renvoyer tout le monde. Mais ils peuvent renvoyer les personnes qui sont séparées et qui ne travaillent pas ensemble, qui cèdent à la peur. Et ne sacrifiez pas votre avenir pour quelques privilèges dans le présent. Il faut sacrifier peut-être les privilèges du présent pour avoir un avenir. Les médias ont fait du bon travail en nous privant de notre capacité à penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Nous pouvons y remédier. Je pense que nous pouvons construire une Amérique plus forte. À mon avis, la première chose à faire est de se libérer des mécanismes de contrôle, c'est-à-dire de se débarrasser de la télévision, de ne pas écouter le narratif de la peur
et de se libérer de la dette, qui est ce qui vous contrôle et qui contrôle tout ce qui vous entoure. C'est l'arme utilisée. La chose la plus importante est toujours que les voix dissidentes continuent à s'exprimer. Et il est également extrêmement important qu'elles ne commencent pas à former une masse ou une foule, car cela arrive très facilement. Cela arrive très facilement. Une fois que la formation d'une masse à grande échelle commence, les personnes qui ne sont pas d'accord avec elle se sentent menacées et peuvent commencer à former une masse elles-mêmes. Il est donc extrêmement important de ne pas former une masse nous-mêmes. Cela signifie qu'il faut former un groupe cohérent. Et que ce qui unifie ce groupe doit être, en premier lieu, le fait que chaque membre du groupe puisse avoir sa propre opinion et s'exprimer à sa manière. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Je pense que ce qui compte le plus pour moi, c'est la liberté. La liberté. Je veux aussi peu de lois que nécessaire pour nous empêcher de nous entretuer. Je comprends qu'il y a des fous dans la nature, que nous devons trouver un équilibre. En fin de compte, je veux que mes enfants vivent dans un monde où ils sont libres de rêver, de prendre des risques, d'échouer, de réussir. Les difficultés nous renforcent. Nous n'aurions pas eu la révolution américaine et le modèle bêta de la Constitution américaine, le modèle bêta d'une république dans le monde moderne, si la tyrannie du roi George n'avait pas été insupportable. Toutes les bonnes choses de la vie sont généralement le résultat d'une sorte de rebond contre quelque chose qui n'est pas bon du tout, qui est très douloureux. Je pense que si quelqu'un était intervenu et m'avait enlevé mes échecs, je ne pourrais pas faire ce que je fais maintenant. Si quelqu'un m'avait empêché de vraiment souffrir, de vraiment apprendre les leçons difficiles à apprendre pour que je ne fasse plus jamais cette erreur. D'un point de vue philosophique, nous devrions être reconnaissants pour ce mouvement qui se produit, malgré le fait qu'il s'agit d'une tragédie et qu'il blesse des gens et tout le reste. Mais sans ce mouvement, nous aurions pu continuer à évoluer dans cette marmite et être cuits en temps voulu. Mais voilà que la grenouille s'échappe d'un bond et que nous avons l'occasion de créer une nouvelle vision, et ce sera formidable. C'est un peu cynique, mais en fin de compte, c'est une bonne nouvelle que la formation de masse et le totalitarisme se détruisent toujours dans un laps de temps relativement court. Et le plus important, bien sûr, c'est qu'il faut s'assurer que le système ne vous détruise pas avant de se détruire lui-même. Tout au long de l'histoire, il s'est toujours agi d'une très petite minorité. L'histoire a toujours été écrite par 1% de la population. 15% de la population crée l'histoire et suit le leadership éclairé du 1%. Mais c'est l'ensemble de ces 15% qui change l'histoire. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'atteindre 15% de la population. Je pense qu'aujourd'hui, après cette période, nous avons plus de 15%. Il suffit de les rassembler pour qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. C'est la tâche qui nous incombe aujourd'hui. Je ne pense pas que nos sociétés aient pris le temps de lever les yeux, de voir et d'apprécier l'ampleur des progrès réalisés au cours du siècle dernier. Nous avons fait des progrès incroyables à de nombreux niveaux. Ce que nous avons ici est en fait formidable. C'est imparfait et nous devrions continuer à faire des ajustements pour essayer de l'améliorer. Et je pense que c'est là qu'une grande partie de la haine de soi, de la haine de la nation, de la haine de l'autre ou de n'importe quoi d'autre vient de ce manque de perspective et de gratitude et de l'incapacité à prendre un moment à se modérer dans l'activisme et à s'en éloigner. En fait, nous sommes parvenus à un moment unique et spécial de l'histoire. Et soyons prudents avec cela. En tant qu'homme qui a voyagé dans le monde entier, oui. Avez-vous connu une nation qui a corrigé sa trajectoire, au-delà de son sens, plus que ne l'ont fait les États-Unis? Non. C'est triste de voir des Américains qui vivent dans un pays libre, qui sont nés Américains et qui ne connaissent pas leurs privilèges. Vous êtes né en Amérique, un pays libre. Vous n'avez jamais souffert de la faim. Et vous devez aller dans d'autres pays pour savoir pourquoi tous les immigrants, beaucoup si nombreux, veulent venir ici. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, je l'ai vécu quand j'avais 11 ans.
Je me souviens très bien de toutes les promesses faites par un certain Castro et de la façon dont 99% de la population a avalé la pilule, qu'il allait sauver Cuba. Je me souviens de la promesse qu'il a faite aux agriculteurs, aux Yachitos, qu'ils allaient posséder la terre. Je me souviens de toutes les promesses que nous entendons aujourd'hui sur l'éducation et les soins de santé gratuits, de la terre gratuite. Oh mon Dieu! Aucune liberté. Les dissidents qui s'élèvent contre le Parti communiste chinois risquent leur vie et notre gouvernement n'est pas intéressé à les écouter ou à les aider de quelque manière que ce soit. Je suis en Amérique depuis 10 ans. J'ai rencontré beaucoup d'Américains avec des cœurs merveilleux. L'Amérique est un phare de la liberté. Je suis heureux de vivre dans ce pays pour pratiquer ma religion et avoir une vie paisible. C'est mon souhait. L'Amérique est le dernier rempart de la liberté sur Terre. Si nous perdons ce pays, le monde sera très sombre. J'ai 3 enfants dans ce pays. Je veux protéger leur rêve américain. C'est pourquoi je vis ici. J'ai remarqué qu'à chaque fois que vous parlez de l'Amérique, vos yeux se remplissent de larmes. J'aime vraiment ce pays. Je n'ai nulle part où aller. Et j'espère que les gens pourront entendre mon histoire. Cela fait 5 ans que je raconte la même chose. Je n'ai pas de programme politique. Je veux juste vivre le rêve américain et que mes enfants vivent le rêve américain. Désolée. Il est temps de poser des questions. Il est temps de se réveiller. Nous sommes réunis en ce moment pour faire face au choix urgent entre la déshumanisation et la réhumanisation. La déshumanisation exige que nous ne fassions rien. Rien d'autre que de permettre à ce processus de se poursuivre jusqu'au point de non-retour. La réhumanisation, en revanche, exige une action. Une seule action pour se souvenir de ce que nous savions quand nous étions enfants, quand tout était possible, avant que notre attention ne soit captée, avant que le conditionnement ne s'installe, avant que notre nature ne soit niée. Il n'y a rien de nouveau à apprendre. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous souvenir. Et puis prendre la main de cette mémoire et sortir et se tenir debout sur la terre. Pas du béton, pas de l'asphalte. Restez sur la terre. Et voyez si vous pouvez sentir les battements de cœur d'un univers qui a conspiré pour vous donner la vie, pour que vous puissiez à nouveau ressentir la joie d'être un être humain à part entière et ne jamais oublier ce moment. C'est le moment pour nous d'activer notre capacité innée à créer des solutions qui ne peuvent se produire qu'en prenant conscience de la symbiose, définie comme une relation mutuellement bénéfique entre différents groupes.
Toute la vie dépend des relations. Tout ce qui vit est en communication, des étoiles aux planètes, en passant par la terre, les plantes, les éléments, les insectes, les animaux, les humains et chaque cellule en nous. Un véritable changement à l'extérieur commence par un véritable changement à l'intérieur. En tant qu'Américains, nous sommes aujourd'hui un peuple privilégié dans un pays privilégié. Mais nos avantages s'accompagnent de responsabilités et les responsabilités s'accompagnent de risques. Le défi de notre époque est que nous devons accepter à la fois les responsabilités liées à nos bénédictions et les risques liés à leur défense pour nous-mêmes et pour les générations futures. Et nous devons le faire sans hésitation, si nous voulons être les dignes bienfaiteurs de ce précieux héritage de liberté qui nous a été transmis grâce au sacrifice épique de ceux qui nous ont précédés. Il ne s'agit pas là de brandir des drapeaux, ni de faire preuve d'un patriotisme cliché. Il s'agit d'une simple déclaration des obligations de la citoyenneté sur cette terre glorieuse, notre terre, qu'avec l'aide de Dieu, nous préserverons.